Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Au sommaire de cette émission, on va parler maltraitance animale avec des chiffres alarmants. Restez longtemps figés. Les rapports de l'homme à l'animal n'ont cessé d'évoluer ces dernières années avec la reconnaissance des droits croissants pour les animaux. Cependant, jamais la violence contre les animaux domestiques n'a été aussi forte. En 2021, les services de police et gendarmerie ont enregistré 12 000 infractions visant des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, soit un fait de violence ou de mauvais traitement toutes les 45 minutes. La loi du 30 novembre 2021 vise à lutter contre ces maltraitances animales. On fera le point avec Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, et Marie Fusy, coprésidente et porte-parole du parti animaliste. Sensibiliser, accompagner et prévenir, des associations s'engagent au quotidien. La SPA, 30 millions d'amis et bien d'autres sur tout le territoire créent un maillage territorial pour mener des actions concrètes sur le terrain. Sensibiliser le public au bien-être animal, éduquer les jeunes générations, responsabiliser les citoyens sur leurs droits et leurs devoirs dans le cadre du bien-être animal. On en parlera avec Céline Gardel, présidente de l'association, le nom est magnifique, Quatre Patounes, qui est à Toulouse et par ailleurs capitaine de police. Absolument, et ce qui nous arrange bien. Bienvenue, c'est les vraies voix. Vous avez des problèmes avec la justice. Responsable. Les vraies voix Sud Radio. Et qu'en est-il aujourd'hui de la protection animale en France? Il y a une évolution du statut juridique, un cas de grande date, comme ça on le saura. 1976 qui fonde la politique de protection animale, 99 pour le Code civil. Les animaux sont toujours considérés comme des biens, mais ils ne sont plus assimilés à des choses. 2015, la notion d'être vivant doué de sensibilité intègre ce Code civil. Et 2019, l'animal reconnu comme une personne physique et non humaine. Et on va en parler avec Christophe Marie. Merci d'être avec nous. Porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, et Marie Fusy, coprésidente et porte-parole du parti animaliste. Merci et bonjour et merci d'être avec nous. Donc la question qu'on se pose, c'est finalement, Philippe, en 2023, où en sommes-nous sur le statut de l'animal? Tiens, Christophe Marie. Le statut, en fait, il a évolué effectivement par rapport à la reconnaissance dans le Code civil, mais c'était juste un alignement avec les codes existants. Comme vous l'avez rappelé, depuis le 76, l'animal est un être doué de sensibilité dans le Code rural notamment. Pour autant, ça c'est des grands principes. En revanche, dans la réalité, notamment tout ce qui est exploitation animale en élevage ou autre, finalement on ne tient pas compte de ce fait. Sinon, on ne mettrait pas dans des cages des poules ou d'autres espèces, parce que précisément on ne répond pas à leurs besoins physiologiques, leurs comportements ne sont pas normaux, etc. Donc c'est bien, tant mieux, c'est bien de reconnaître que l'animal est un être vivant doué de sensibilité, ce qui paraît déjà de toute façon une évidence. Pour autant, il faut que ça s'inscrive dans des changements réels, et ces changements, ils sont freinés évidemment sur l'aspect économique, qui fait que, c'est toujours plus simple d'élever plus d'animaux dans un environnement le moins adapté, en tout cas le plus condensé. Et alors, si on parle des animaux sauvages, parce que là, quand on parle animal vivant doué de sensibilité, on ne parle que de l'animal domestique ou sauvage captif. En revanche, l'animal sauvage qui fait l'objet de chasse n'a aucun statut. C'est-à-dire que vous élevez un faisan, comme quasi 90% de la production qui part se faire massacrer à la chasse. Le faisan, quand il est dans sa cage, il est être vivant doué de sensibilité. Vous ouvrez la cage pour qu'il soit chassé, il n'a plus de statut. D'accord. C'est le même animal, mais il n'a plus de statut. Donc c'est quand même aussi une aberration, et ça montre aussi justement le poids de certains lobbies, notamment des chasseurs, pour mettre à mal le statut de l'animal. Marie Fusy, vous qui êtes avocate. Oui. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Christophe Marie. On voit aujourd'hui que les animaux sont considérés en fonction de l'utilité qu'ils représentent pour les humains. On le voit notamment dans la loi maltraitance animale qui a été adoptée il y a 1 an, où finalement cette loi, pourquoi elle a pu être adoptée alors qu'il y a tant de propositions de loi qui ne sont jamais adoptées en faveur des animaux? Elle a été adoptée parce qu'elle était consensuelle, parce qu'elle ne parlait pas de chasse, elle ne parlait pas de corrida, elle ne parlait pas d'élevage, elle se concentrait sur les animaux de compagnie, et c'est pour ça qu'elle a pu être adoptée. De la même manière, on voit que là, il y a quelques semaines, la proposition de loi de Corinne Vignon sur l'interdiction des colliers étrangleurs et électriques a été adoptée à une quasi-unanimité par l'Assemblée nationale, parce que c'est un sujet qui n'est pas clivant. Mais dès qu'on va sur des sujets comme ce qui est la chasse ou l'élevage ou la corrida, là on a vraiment un front quasiment impossible à surmonter, et c'est vraiment dommage, parce que si on prend la réalité biologique
de ce que sont les animaux. Les animaux, ça fait depuis très très longtemps, et depuis notamment, il y a une déclaration qui s'appelle la déclaration de Cambridge, qui a été prise par tous les neuroscientifiques il y a une dizaine d'années, qui ont formellement attesté que les animaux sont tous doués de conscience, c'est-à-dire que les animaux sont sensibles. Et quel que soit l'animal. Bien, enfin, en tout cas, tous les mammifères, les oiseaux, les poissons et une partie aussi des invertébrés, en particulier les céphalopodes, donc les pieuvres qui font partie des animaux les plus intelligents. Mais en ce qui concerne les mammifères, les oiseaux, donc qui sont des animaux d'élevage et qui sont aussi les animaux chassés, on sait très bien qu'ils sont capables de ressentir une douleur physique, un plaisir physique, mais aussi des émotions subjectives qui sont le bonheur en fait, mais aussi la détresse, le stress, l'angoisse que peuvent ressentir les animaux quand ils ont, malheureusement, je suis désolée de le dire, mais dans la chaîne d'abattoir, ou quand ils sont égorgés et qui doivent passer encore 10 minutes dans le couloir de la mort, comme c'est le cas pour les bovins. Et tout ça, on l'occulte complètement aujourd'hui. Quand Gérald Darmanin va dans une SPA, c'est très bien, ça va dans le bon sens, on est content qu'ils s'intéressent aux chats et aux chiens, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 3 millions d'animaux qui sont tués par jour et qui sont des animaux tout aussi sensibles que les chats et les chiens. Est-ce que ce sont pas des sujets, alors ce sont, in fine c'est le même sujet, mais est-ce que ce ne sont pas des sujets un peu différents? Est-ce que le fait de traiter déjà les animaux domestiques, c'est pas une pédagogie sur les enfants, sur la famille, qui va faire au fur et à mesure changer les choses? Est-ce que le fait de traiter tout de suite en même temps, par exemple, l'abattage, est-ce que c'est pas loin du quotidien des Français? Est-ce que c'est pas là qu'il faut aller chercher justement déjà tous ces gens qui maltraitent leurs propres animaux, qu'ils ont ou achetés ou qui sont allés chercher à la SPA? Est-ce que c'est pas déjà là qu'il faut commencer à travailler? Christophe En fait, nous, on ne souhaite pas dissocier les deux, parce qu'effectivement, cette base de respecter l'animal qu'on a adopté ou acheté, c'est la base de la base. Pour autant, faire la séparation, c'est dangereux, parce que là, on le voit sur le projet de loi qui est en discussion, qui a été adopté par le Conseil des députés en Espagne la semaine dernière, qui vise à renforcer la réglementation sur les animaux de compagnie, mais qui exclut les chiens de chasse. Parce qu'on considère que c'est un animal, les galgos notamment, enfin, en particulier en Espagne, n'ont aucune protection. Les galgos, on va expliquer, ce sont des lévriers de chasse, mais qui sont en Espagne particulièrement maltraités. Très maltraités. J'ai vu que beaucoup d'auditeurs ne savent pas ce qu'est un galgo. Oui. Donc ce sont des animaux qui sont très maltraités, pourtant qui sont des chiens, mais on dissocie le fait d'avoir... Alors c'est pour ça que quand je disais ça peut être dangereux, parce qu'en fait on est sensible à un chien et on ferme les yeux sur le même chien qui par exemple en France se retrouve en expérimentation animale. Bien sûr. Bon, il y a beaucoup de chiens qui en France sont élevés pour être sacrifiés dans des laboratoires. Donc c'est quand même dangereux de se dire ceux-là ils ont droit à être reconnus comme être sensibles et donc protégés comme tels. Les autres on ferme les yeux parce que quelque part c'est un peu embêtant. Alors évidemment c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis que c'est un début de pédagogie de commencer par des enfants, des familles. Ça parle aux gens. Donc effectivement ça peut être un axe, en tout cas de faire comprendre qu'un animal, quel qu'il soit, y compris les lapins, etc., ce sont des animaux qui méritent une protection. Mais pour autant, c'est important quand même d'élargir à l'ensemble des animaux. Alors quand même, je voulais juste rebondir sur ce que disait tout à l'heure Muriel concernant la loi de novembre 2021. Moi, je suis un peu moins sévère parce qu'il y a quand même une avancée, et puis l'interdiction des élevages d'animaux pour la fourrure, l'interdiction d'exploiter à terme les animaux sauvages dans les cirques et autres. Donc, il y avait des vraies oppositions quand même. Et donc, si je parle de ça, c'est parce que ça témoigne de quelque chose, d'un changement au niveau de nos parlementaires notamment, et de changement de génération. Et là, on l'a vu. Le même texte, il y a 10 ans, ne serait jamais passé. Et là, avec ces parlementaires qui sont plus jeunes, qui sont plus en lien avec la société, parce que beaucoup en viennent, il y a beaucoup d'élus qui viennent de la société, qui ne sont pas des politicards depuis 30, 40 ans, eh bien, ça permet quand même des avancées. Donc ça, c'est assez, même beaucoup encourageant. Maintenant, il y a des freins, effectivement, économiques pour tout ce qui est animaux d'élevage, ou de lobby très fort pour la chasse. Donc tout n'est pas abordé, mais bon, les choses commencent à se fissurer aussi, d'ailleurs, parce que lorsqu'on obtient un résultat, là, par exemple, l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques,
cirques, avant on n'obtenait pas parce qu'il y avait un bloc des lobbies qui faisait qu'aucune avancée n'était obtenue dans aucun des domaines pour que justement une avancée n'en entraîne pas une autre. Et là, on l'a vu avec la proposition de loi d'Aymeric Caron, bon, qui n'a pas abouti. Mais pour autant, c'est la première fois, moi, je voyais le syndicat des cirques, des circassiens, qui amenait son soutien à cette proposition de loi pour se dissocier des corridas qu'ils trouvaient très cruelles. Et ça, ils n'auraient pas fait avant leur interdiction qui leur est tombée dessus parce qu'ils voulaient rester solidaires de toute exploitation animale. Donc c'est peut-être un peu compliqué à suivre tout ça, mais tout ça pour dire qu'il y a des avancées quand même, il y a des choses qui s'enclenchent. Et c'est bien de le dire, Marie Fusy, quel regard les Français ont sur la maltraitance animale, même si ils sont souvent, c'est la main de l'homme qui les maltraite, mais quel regard ils ont aujourd'hui? Alors je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'attentes sociétales de Français qui sont contre la maltraitance animale. C'est de plus en plus difficile à supporter pour eux. On sait qu'il y a près de 90% des Français qui sont contre l'élevage intensif. On sait également, pour tout ce qui est chasse, corrida, on est vraiment dans des scores, quand il y a des sondages IFOC, on est entre 7 ou 9 Français sur 10 qui sont contre, et malheureusement on n'arrive pas à aller plus loin. On a plein de propositions de loi, mais qui soit sont jamais inscrites à l'ordre du jour, soit comme on a vu... Mais comment vous l'expliquez? C'est le lobby, c'est toujours les lobbies? Oui, exactement. Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, les personnes qui sont au pouvoir, notamment Emmanuel Macron, freinent toutes les avancées. En fait, ils sont vraiment à l'écoute de la FNSEA ou du lobby de la chasse. On a vu que Emmanuel Macron, malgré toutes ses promesses pendant les campagnes électorales, une fois qu'il est au pouvoir, il ne tient pas ses promesses, et encore pire, aujourd'hui, l'État français... C'est quoi les promesses qu'il n'a pas Par tenues? exemple, il y avait l'interdiction des cages, il y avait l'interdiction du broyage des poussins, donc on a attendu pendant tout le quinquennat dernier. Finalement, c'est le cas aujourd'hui. Il y a eu une loi, vous avez raison, il y a eu une loi. Aujourd'hui, il y a une loi qui ne date pas de très longtemps, mais malheureusement, elle est complètement vidée de sa substance parce qu'il y a énormément d'exceptions dans cette loi qui font qu'elle est inopérante. Première exception, on a le droit encore aujourd'hui de broyer des poussins mâles si il y a des raisons de compétitivité avec les autres pays européens, alors que pourtant en Allemagne on a arrêté de broyer des poussins mâles. Bon, première dérogation. Deuxième dérogation, on a le droit de broyer des poussins mâles pour fournir de l'alimentation pour les animaux de compagnie. Donc en fait, on a des exceptions comme ça, et aussi on a les canetons femelles qui étaient broyés de la même manière, canetons femelles qui sont broyés dans l'industrie du foie gras. Et ça concerne quand même plus de 40 millions de canetons femelles qui sont complètement oubliés. Donc pour nous, c'est complètement insuffisant. On a des effets d'annonce, on a de la communication, mais dans les faits, on a le lobby de la chasse le lobby de l'élevage qui gagne toujours. Par exemple, vous savez, il y avait une pétition qui a été lancée par le groupe Un jour un chasseur suite à la mort de Monsieur Keane, qui était une personne de 25 ans, qui était dans son jardin en train de couper du bois avec un casque orange pendant le confinement et qui a été tué par un chasseur. Ses amis ont lancé une pétition, qui est la pétition la plus signée sur le site du Sénat. Donc ils ont largement dépassé les 100 000 signatures. Et ils demandaient plus de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un premier rapport de la commission des lois qui, au lieu de donner plus de sécurité pour les non-chasseurs, a, parmi les propositions, proposé un délit d'entrave à la chasse. Mais c'est pas du tout ce qui était demandé. Et encore aujourd'hui, vous avez certainement suivi ces dernières semaines, ce qu'on nous propose, c'est une application pour que les chasseurs se déclarent. Alors que, on sait très bien tous qu'en forêt ou à la campagne, il n'y a pas de réseau, donc on ne sait pas où ça va aller. Bientôt, on va nous demander de nous promener avec des gilets orange. Mais voilà, donc malheureusement, c'est pas du tout ce qui est demandé. Eh ben, vous restez avec nous, Muriel Fusy, coprésidente et porte-parole de Parti Animaliste. Et puis 0826 300 300. On va revenir sur ce sujet de la maltraitance, sur les chiffres et sur les attentes surtout, parce que Christophe Marie, forcément, on a des attentes, on a des projets de loi ou en tout cas des députés qui se battent. Vous voulez réagir? Vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. On revient dans un instant. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Absolument.
Bienvenue, c'est les vraies voix responsables. Responsables parce on traite de la maltraitance animale. On va vous rappeler les chiffres si vous venez de nous rejoindre. En 2021, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 12 000 infractions visant des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Et là, on ne parle que des animaux qui sont domestiques ou en captivité. On ne parle pas de toute une frange effectivement du règne animal. Et on en parle avec nos invités ce soir. Christophe Marie, qui est porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot et co-auteur de ce livre L'Europe des animaux, avec l'eurodéputé Pascal Durand, et puis avec nous aussi Marie Fusy, co-présidente et porte-parole du parti animaliste. Justement, toute cette partie, Christophe Marie, qu'on n'évoque pas, les agriculteurs, forcément, oui. On mange tous, tous, en tout cas en grande majorité, on mange de la viande, et on se soucie un peu ou pas suffisamment du traitement des animaux avant qu'ils arrivent dans nos assiettes. C'est terrible ce qu'on dit. Je vais vous faire part d'une anecdote. J'ai, il y a 4 ans, pris conscience que dans les supermarchés, en fait, il y avait la tête de l'animal. Oui. Et je ne l'avais jamais vue. Et il y a 5 ans, je me suis dit, là, c'est un souci, en fait. Donc, ça veut dire que les mentalités changent aussi. Oui. Voilà, c'est important de le dire. En fait, c'est aussi ce qui explique le nombre de plaintes qui sont croissantes. C'est que des situations qui nous semblaient normales il y a quelques années, par exemple, un chien qui a 30 cm de chaîne dans sa niche à la campagne, c'était très courant. Oui. Et maintenant, ça dérange et des plaintes sont portées. Mais en ce qui concerne les agriculteurs, il y a effectivement tout ce qui est élevage intensif qui, alors pour le coup, instaure de la maltraitance, mais véritablement, c'est généralisé puisque on répond pas aux besoins des animaux. Mais à côté de ça, nous, les animaux de ferme, c'est les animaux qu'on récupère le plus. On en a à peu près 7500. On a rien que des moutons, on a 3500 parce que tous les ans, moi, je vais sur les sites d'abattage clandestins au moment des sacrifices de l'Aïd et puis on récupère avec les services vétérinaires les moutons sur site clandestin donc, et on est très sollicité par les DDPP, les services vétérinaires. La semaine prochaine, on a un gros prise en charge de bovins également. Et alors, on a donc 7500 animaux de ferme et pour pouvoir accueillir ces animaux, comme on ne peut pas tous les accueillir sur nos sites, on a passé des partenariats avec des agriculteurs qui arrêtent d'exploiter les animaux pour les envoyer à l'abattoir, mais qui les prennent en charge sous forme de pension, on les paye évidemment, et ce qui nous explique, c'est que leur rapport à l'animal change du tout au tout. Bien parce sûr. Que les animaux, ils vont les garder 20 ans pour les bovins, et ils s'autorisent justement un rapport différent avec l'animal. La finalité, c'est pas l'abattoir, c'est de leur apporter des soins jusqu'à leur mort naturelle. Et tous ces agriculteurs-là, on commence à en avoir pas mal, sont très contents de cette mise en place, et ils se rendent compte qu'effectivement, ils souffrent, certains souffrent de cette situation où on leur demande de toujours produire davantage dans des conditions qui ne répondent pas aux besoins des animaux, mais au final, les gens qui ont une certaine sensibilité, ça répond pas non plus à leur éthique et souffrent aussi, finalement, ça peut paraître un peu paradoxal, mais de cette séparation à l'abattoir. Mais tout le monde ne sera pas vegan en France ou ailleurs. Ça fait partie aussi de la culture alimentaire de manger de la viande en France, du poisson et du choix de vie. Et ça, c'est un choix où on est totalement libre. Et quand on prend nos agriculteurs, les petits agriculteurs, ils aiment leur métier, ils aiment leurs animaux, il faut vivre les territoires. Est-ce que, par exemple, vous seriez pour l'interdiction de l'abattage rituel? Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait arriver, c'est-à-dire l'abattage qui est fait sans étourdissement? Oui, bien sûr. Alors nous, ça, il n'y a aucune ambiguïté. Dans le programme du Parti animaliste, nous sommes contre l'abattage rituel. Halal ou kasher, nous sommes donc pour l'insensibilisation des animaux avant la saignée. En fait, ce qu'il faut savoir, même si c'est pas très marrant à raconter, c'est que on égorge. Oui, exactement. On égorge les animaux pour que le sang sorte de leur corps, mais il faut que le cœur continue à battre pour que le sang sorte entièrement du corps de l'animal et que la chair pour des raisons sanitaires aussi. Oui, voilà, se transforme ensuite en viande. Malheureusement, les animaux, ils ne meurent pas du seul fait d'être égorgés. Et donc, ils restent conscients et donc ils continuent à souffrir pendant un certain nombre de temps. Et comme l'a démontré l'INRA, pour ce qui est des bovins, il peut y avoir jusqu'à 10 minutes de conscience après l'égorgement. Donc pendant ces 10 minutes-là, l'animal, il n'est pas resté sur place à l'endroit où on l'a égorgé, il est passé il a été suspendu. La tête en bas.
Voilà, exactement, la tête en bas. Il y a des vidéos où on montre qu'il y a exactement, il y a les membres qui continuent de bouger. Donc l'animal, il continue de bouger et ensuite il arrive à l'atelier de découpe. On commence à couper les sabots et l'animal est encore conscient. Donc ça, c'est horrible. Donc même s'il y a des gens qui continuent à vouloir manger les animaux, le minimum, c'est qu'on leur épargne les souffrances. Nous, dans notre programme, c'est ça, c'est au moins arrêter les pratiques les plus génératrice de souffrance, et l'abattage rituel en fait partie. Et en plus, c'est pas une question vraiment religieuse, puisque vous avez un pays comme l'Indonésie qui est le premier pays musulman du monde. Exactement, merci monsieur, c'est exactement ce que j'allais dire. Le premier pays musulman du monde, et ça fait bien longtemps, et la Malaisie aussi, que l'abattage sans étourdissement est interdit. Donc c'est juste, en fait, les traditions, que ce soit ces traditions-là, pour un motif religieux ou d'autres traditions comme la corrida, la chasse à la glu, il faut à un moment qu'elles arrêtent quand il y a des souffrances, quand il y a des pratiques cruelles. Il y a d'autres impératifs aujourd'hui et on a le droit de questionner les traditions, on a un droit d'inventaire, on a un droit de critique et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Pareil, on a fait une tribune avec le parti animaliste sur la bouvine. Alors la bouvine, c'est pas très connu. C'est-à-dire, vous allez nous expliquer. Ah oui, la bouvine, c'est pas très connu. C'est un ensemble de jeux taurins qui se passe avec des taureaux en Camargue. Donc, par exemple, il y a des courses camarguaises, il y a des lâchers de taureaux en ville. On appelle ça la brivado, le bandido. Et dans le cadre de l'élevage de ces animaux, il y a des pratiques qui sont très cruelles et génératrices de douleurs extrêmes, comme par exemple l'escoussure, qui consiste à couper l'oreille des taureaux au ciseau pour les identifier. Il y a une autre pratique qui s'appelle la ferrade, qui est un marquage au fer rouge. Et puis, il y a des castrations à vif. Donc, la tribune qui a été initiée par Edine Aristegui, qui est notre élu du parti animaliste à Montpellier, adjoint chargé de la protection animale. Cette tribune, elle vise à faire interdire uniquement ces pratiques, absolument pas les courses camarguaises, et nous ne sommes pas contre les traditions. Et qu'est-ce qu'on vous dit Eh bien, juste, merci d'avoir posé la question. Oui. Ce qu'on nous dit. On a toujours des bonnes questions dans les vraies voix. Vous êtes très bien. Non, les bonnes questions, c'est qu'on nous dit. Au moins une. C'est pas énorme, hein, c'est pas. C'était celle du soir alors. Non, mais ce qu'on nous oppose, on oppose de façon tout à fait hypocrite, pareil pour la chasse, de façon totalement hypocrite, on va nous opposer la ruralité et la tradition. Mais en fait, ce qu'on regarde et ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est que les ruraux nous soutiennent. Les ruraux sont même encore plus, comme le dit Christophe Marie de la Fondation Brigitte Bardot me conforte, dans les sondages IFOP, on voit qu'ils sont encore plus volontaires que les urbains à faire évoluer ces pratiques parce qu'ils en sont témoins, ils les connaissent encore plus. Donc, en fait, il y a la ruralité, elle s'est mise en place comme un prétexte. D'ailleurs, Thierry Coste, qui est le lobbyiste des chasseurs, l'a dit lui-même. Hein, ils ont réussi à faire de ça un faux argument qui a pour but seulement d'empêcher le débat. Mais c'est ça où c'est dommage, c'est quand la tradition et la ruralité empêchent le débat, alors que en fait les traditions elles peuvent évoluer. Sinon on serait encore en train de brûler les chats et les sorcières comme on le faisait au Moyen-Âge. Les traditions évoluent et la ruralité elle ne se résume pas à faire souffrir les animaux. Heureusement la ruralité, et nous avons beaucoup de membres au parti animaliste qui sont des ruraux. On a eu 421 candidats aux législatives et ils étaient dans toute la France. Notre coprésidente Hélène Touy, candidate à l'élection présidentielle, est une rurale. Moi, dans ma famille, j'ai des chasseurs. Je viens de la ruralité, je viens de la campagne. Et c'est pas pour ça que je ne suis pas sensible à la cause animale. C'est pas parce qu'on vient de la ruralité et de la campagne qu'on n'a pas d'empathie pour les animaux. Faut arrêter avec ça. Les combats, finalement, de cette fondation Brigitte Bardot, forcément, c'est tout azimut, mais j'imagine que vous avez un calendrier à venir sur des combats qui arrivent là. Alors, les combats, ils sont effectivement très généraux parce qu'en fait, on travaille en France et à l'international sur des programmes concernant les animaux sauvages et domestiques, mais effectivement, il y a aussi un calendrier européen qui se met en place. Et notamment, un point qui est très important, on attend cette année de la Commission européenne des propositions de modification de la directive générale sur l'élevage, avec une possibilité notamment de sortie des cages pour toutes les espèces à l'horizon 2027, voire 2030 pour certaines espèces. Et ça, c'est très important parce qu'évidemment, ça envoie le signal de changement. Il faut que les Français, que les autorités
prennent l'initiative et s'y préparent. Et en fait, il y a un point qui était important, c'est que là, si on parle de la sortie des cages, par exemple, en 2012, il y a eu une interdiction d'élever les poules pondeuses dans des cages dites conventionnelles. Et la France a préféré encourager les éleveurs à investir dans des cages aménagées qui étaient tout aussi critiquables. Résultat, quand il a fallu répondre à l'attente des consommateurs d'avoir des œufs issus de poules élevées en plein air, eh bien, les producteurs n'avaient pas encore amorti leur investissement. Donc c'est des problèmes de choix politiques aussi et d'orientation. Mais il y a aussi une orientation européenne qui pose question, c'est qu'ils veulent, on peut le dire, tuer le label rouge. Et les poulets label rouge, par exemple, sont élevés en plein air, ont des conditions d'élevage 10 fois meilleures, 10 000 fois meilleures que les poulets de batterie. Et là, la Commission européenne fait tout pour casser le label rouge et que les consommateurs n'aient plus l'information. Est-ce que là, il n'y a pas quand même une grosse faute de l'Europe? Si, là, il y a un problème effectivement qui se pose. D'ailleurs, il y a un travail sur l'étiquetage d'une manière générale, parce qu'il y a une volonté aussi de reconnaître un étiquetage bien-être animal. Mais bon, nous, on est un peu prudent sur cette question parce qu'il faut être sûr de ce que ça recouvre. Mais effectivement, le label rouge qui est un label français, là pour le coup, typiquement franco-français, est remis en question alors qu'il apporte certaines garanties. Il est sur certains points supérieur au bio même. Ce qui se passe en Espagne, qui se sont engagés fortement pour lutter contre la maltraitance animale, est-ce que ça peut faire entre guillemets jurisprudence vis-à-vis de l'Europe? Alors c'est important parce que, alors effectivement, soit au niveau de l'Europe parce qu'on peut être sur une démarche d'harmonisation des textes, mais là comme il s'agit des animaux de compagnie, il y a peu de compétences européennes sur le projet, sur ce thème-là. Les compétences européennes, elles sont vraiment plus sur les animaux d'élevage parce qu'on est sur des échanges commerciaux. C'est ce qui est un peu le cœur de ce qui régit les règles européennes. Mais il peut y avoir un ruissellement peut-être. Oui. Mais en revanche, ce qui est très important pour nous d'ailleurs, quand on a été reçu par Emmanuel Macron avec Brigitte Bardot en 2008, donc un an après son élection, le fait de lui dire que les autres pays européens avançaient, que la France était à la traîne, on était la lanterne rouge, quelque part ça l'a un peu blessé dans sa fierté. Donc c'est quelque chose qui est important. Il faut effectivement que différents États membres, indépendamment des réglementations européennes, différents États membres prennent des dispositions pour finalement relever un petit peu l'ambition des autres États membres. Donc effectivement, ça a tout à fait un effet bénéfique. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants puisqu'on a fait un petit état des lieux, il faudrait en parler encore pendant des heures. Des associations comme la Fondation Brigitte Bardot en tout cas s'engagent sur le terrain, et une très jolie association qui s'appelle 4 Patounes qui fait énormément de choses, et on va en parler avec Céline Gardel qui est avec nous, et vos appels 0826 300 300, n'hésitez pas à réagir, on vous attend jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables, cette responsabilité pour lutter contre la maltraitance animale. Vous êtes 61,6 millions, en tout cas d'animaux compagnie. Je ne parle pas aux animaux, mais en tout cas il y en a 61,6 millions en tout cas. Oui, il y a bien une chanson de Gérard Lenormand qui disait oui, mais il parle aux oiseaux. Absolument. La France regroupe la plus grande population animale de l'Union européenne. Plus d'un foyer sur deux possède un chien, un chat, un poisson rouge ou un rongeur. Et cette maltraitance animale, ou en tout cas la gestion de ces animaux, beaucoup d'associations aident des animaux perdus, des animaux malades, des animaux maltraités. Céline Gardel est avec nous, capitaine de police et présidente de l'association 4 Patounes. Bonsoir, merci d'être avec nous Céline Gardel. Bonsoir. Bonsoir, c'est vraiment un plaisir de vous rejoindre. On est ravis d'être avec vous. Céline, et en vous plus, êtes depuis la plus belle ville du monde, Toulouse. Oui, c'est ça. Céline, je le disais, vous êtes capitaine de police, donc forcément sur le terrain. Vous avez associé votre passion pour les animaux et de les sauver, ou en tout cas de leur proposer un avenir meilleur. Vous avez mis en place la possibilité pour des policiers d'être formés pour détecter effectivement la maltraitance animale. C'est tout à fait ça. Nous avons commencé dans l'association que j'ai créée par ailleurs il y a 4 ans, les 4 Patounes. Nous avons vite compris en fait que d'un côté il y avait des associations qui avaient de très belles intentions, qui étaient impliquées et à la fois n'avaient pas peut-être la légitimité, la crédibilité de pouvoir intervenir, et en face des forces de l'ordre finalement qui se trouvaient démunies par manque de formation. Ouais. Donc dès 2020, en effet, nous avons créé un module de formation sur 3 axes, tout ce qui est
l'intervention face à un chien en stress ou dangereux, la réglementation des chiens de catégorie et surtout les contraventions et les délits. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, maltraiter un animal, c'est quoi? Parce que moi, je vois toujours des amendes de 250 ou 300 euros, ce qui me rend dingue, ce qui est pour moi pas assez cher. Mais c'est quoi aujourd'hui? On risque quoi? Alors, je veux dire, il y a toute une déclinaison derrière le terme maltraitance. Ça peut aller des conditions de détention déplorables, quand l'animal n'a pas, par exemple, le chien n'a pas de niche ou une attache trop courte. Voilà, quand les conditions sont déplorables, là on est sur du 750 € d'amende, c'est du contraventionnel. Par contre, tout ce qui est les délits, c'est-à-dire sévices, actes de cruauté, abandon, zoophilie et on en voit, là on est vraiment sur des délits de 3 ans et sur des peines d'emprisonnement 3 ans et 45 000 € d'amende. Si c'est fait par le propriétaire lui-même, on monte à 4 ans. Et si en plus ça passe sur les réseaux sociaux, on peut aller jusqu'à 5 ans et 75 000. Les peines ont été alourdies avec la loi de novembre 2021. Céline Gardel, vous faites de la prévention, on peut dire ça comme ça, puisque avec 4 patounes, je vais utiliser un mot toulousain, vous allez voir les pitchouns dans les écoles pour leur expliquer comment bien traiter les animaux. Vous permettez la rime, Cécile, hein? Oui, je vous en prie. Magnifique. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Je crois profondément à la vertu de la sensibilisation, de la formation et dès le plus jeune âge. Nous avons des partenariats avec des écoles, des collèges, du CP jusqu'à la seconde. On intervient aussi dans les bacs et les bacs pro. Mais c'est vrai que toutes ces petites graines que l'on sème, c'est des acteurs de demain, voilà, pour un monde meilleur demain. Mais déjà aujourd'hui, parce que quand ils rentrent à la maison, j'allais dire, ils partagent leur savoir avec le papy, la mamie, le papa. Et c'est quand même super, vraiment, qu'ils soient impliqués. Christophe Marie? Oui, pardon. Déjà, ça bravo l'émeut, pour... ça l'émeut. Oui, justement, j'ai un chat dans la gorge. Bon. En tout cas... C'est interdit, non, de manger des chats? Interdit. En tout cas, bravo déjà pour cette action, parce qu'en fait, elle anticipe un petit peu les annonces aussi qui ont été faites par Darmanin. C'est vrai qu'il y a... Nous, on s'en est souvent rendu compte qu'il y avait une méconnaissance totale des textes par les gendarmes ou les policiers. C'était même assez affolant. Enfin, quand on va déposer une plainte, parfois il y a un refus de prise de plainte parce qu'il y a une méconnaissance totale de sur quel texte se baser, etc. Le cadre. Mais en revanche, en ce qui concerne la sensibilisation dans les écoles, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce qu'effectivement, on se rend compte que les jeunes sont naturellement sensibles à la question animale. Ils sont capables du pire aussi. Hein. Ils sont capables du pire, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un phénomène récent, pas forcément nouveau, mais récent, qui est le phénomène des réseaux sociaux et qui peut être un facteur terrible parce que justement, ça peut être une course à celui qui va faire le plus de cruauté et d'horreur à faire subir sur un animal qui n'est pas en mesure de s'opposer, de se filmer, de partager, etc. Et d'ailleurs, c'est souvent sur des cas qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux qu'on a obtenu les plus fortes peines, les plus fortes condamnations. Oui. On a 2 cas où il y a eu 1 an de prison et plus récemment même 2 ans. Des influenceurs aussi. Céline, comment reconnaître, parce que on se dit toujours, alors on n'est pas dans un, je ne sais pas si on peut parler de délation ou pas, mais on est toujours dans des cas où on voit ou un voisin ou quelqu'un maltraiter son animal. Est-ce qu'il faut prévenir? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce que c'est toujours, on se dit, est-ce qu'on doit s'interposer ou pas? Alors vraiment, je pense que tout le monde est un précieux maillon de cette chaîne et que ce n'est que tous ensemble que nous pouvons gagner le combat. Donc en effet, nous personnellement, on a traîné les associations, tous les signalements jusqu'à nous, voilà. Et quand les gens font le 17, du moment que ça constitue une contravention et un délit, et tout ça on l'explique dans notre e-formation, c'est très important de le dénoncer. Ce n'est qu'à partir de là où les policiers et les gendarmes pourront intervenir. Donc dès qu'il y a souffrance chez un animal, parce que c'est vrai qu'on a tous un référentiel personnel du bien-être animal, mais dès qu'il y a une réelle souffrance et que ça constitue une infraction, alors c'est aux policiers, aux gendarmes d'intervenir. Muriel Fusy, un mot? Oui, vous avez tout le monde, Christophe et Madame Gardel ont très bien expliqué que c'est toute une chaîne qui va de la constatation de l'infraction. Ensuite, il y a des enquêteurs, notamment on a des services vétérinaires qui sont des pouvoirs publics en fait, qui sont chargés d'aller constater les infractions, par exemple dans les élevages. On sait très bien qu'ils ne sont pas assez nombreux et qu'il n'y a pas assez de visites, donc ça aussi
justice est à renforcer. Une fois qu'il y a une plainte qui a été reçue dans un commissariat par une personne qui a été en mesure de la prendre de façon correcte parce qu'elle avait la bonne connaissance des textes législatifs sur la maltraitance animale, ensuite, il faut que cette plainte arrive aux tribunaux, donc il faut qu'elle soit poursuivie. Et donc, dans notre programme, dans le programme du Parti animaliste, il y a justement cette demande d'avoir des parquets spécialisés, c'est-à-dire des magistrats. Et on en a fait de la demande. Et aguerris, en tout cas. Exactement, on en a fait la demande au garde des Sceaux, des magistrats qui soient sensibilisés et qui puissent poursuivre correctement les infractions, parce qu'il est important. Aujourd'hui, on a des textes quand même qui prévoient des peines d'emprisonnement et d'amende assez importantes, mais il faut que la sanction soit exemplaire pour qu'elle soit suffisamment dissuasive. En particulier quand il s'agit d'affaires sur les réseaux sociaux, parce que comme le disait Christophe, il y a une surenchère, il y a des personnes qui veulent faire le buzz sur des actes de plus en plus cruels. Donc il faut que la réponse pénale soit importante. Justement, Céline Gardel, vous travaillez avec des magistrats, des policiers municipaux, des policiers... Exactement, on a trouvé important en fait de mobiliser toute la chaîne et surtout les magistrats. Ouais. Donc on a eu la chance en fait que Franck Rastou, le procureur général de la Cour d'appel, soit très impliqué. Donc il a créé le pôle maltraitance qui on va dire suit de très très près l'ensemble des plaintes. On a pu former dans les Quatre-Vatoun le 17 octobre dernier les magistrats des 6 juridictions, et c'est vrai que depuis qu'ils sont formés, j'allais dire, ne serait-ce que pour le 99-1, la confiscation provisoire de l'animal, ça nous a vraiment servi. Aujourd'hui, dès que l'on constate en flagrant délit une infraction, on peut la faire cesser immédiatement puisqu'on retire, on confisque l'animal immédiatement. Est-ce que ça veut dire, est-ce que vous êtes il nous reste très peu de temps, mais est-ce que vous êtes enclin, ce que par exemple on fait les Espagnols, de dire que quand on achète un chien, c'est pas un chat, quoi. Est-ce qu'il faut une formation particulière? Est-ce que ça, par exemple, ou Céline, ou Christophe, ou Muriel, vous dites que faudrait peut-être réfléchir? Alors il y a eu une attestation de connaissance qui a été introduite par la loi de novembre 2021. Bon, alors après elle est vraiment très superficielle, très light. Mais bon, c'est déjà une prise de conscience. Il y a aussi l'interdiction de la vente en animalerie. Maintenant, le problème, c'est que ça se déporte vers des foires à chiots, et où là, c'est un commerce en veux-tu en voilà, où il n'y a aucune sensibilisation. Donc effectivement, la sensibilisation et la vente par petites annonces, par réseau, par Internet, c'est un vrai gros problème. Donc effectivement, une sensibilisation accrue aux besoins des animaux, c'est quelque chose qui est nécessaire. Céline Gardel, quand j'imagine que vous travaillez avec les grosses associations telles que la SPA, vous êtes en lien direct avec eux pour lorsque vous rencontrez un animal, comment vous le traitez en fait? Vous trouvez quelqu'un, où va ce chien, ce chat, cet animal dont finalement le maître, moi je dis pas propriétaire, je dis le maître, a une attitude délétère avec? Alors j'allais dire, paradoxalement, le temps de l'enquête, l'animal lui appartient toujours. Et tant qu'on ne demande pas la confiscation définitive, il est toujours de la propriété de son ancien maître, si on peut dire. Oui, tout à fait. Donc, il doit rester sous main de justice. Et à partir de là, voilà, on demande juste au procureur. Ça peut être n'importe quel refuge, pas nécessairement la SPA, mais en effet, il doit rester sous main de justice le temps de la peine. Le temps, de l'enquête. Et c'est vrai que ça peut être très long. Après, comme je vous disais, sur Toulouse, vraiment, on a été... je pense que là, nous sommes bons élèves. Voilà. Merci. Il y a eu un réel virage depuis la création de ce pôle maltraitance, oui. En tout cas, merci beaucoup Céline Gardel d'avoir été avec nous, capitaine de police et présidente de cette association. Allez voir sur le site, ça s'appelle 4 Patounes et c'est avec 2T. Et merci en tout cas à nos deux invités, Christophe Marie, porte-parole et de la Fondation Brigitte Bardot, et Marie Fusy, coprésidente et porte-parole du Parti animaliste. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé. C'est un sujet qu'on pourra retraiter parce qu'on a tellement de choses à dire. Oui, c'est clair. Nous, on se retrouve demain à 17h. Absolument. J'ai plein de calembours pour vous, ça ira? Non. Oubliez-moi. Oh là, je suis parti. On se retrouve à 17h dans un instant. Yvan Cujous, le Love Music qui reçoit Ophélie Surcouf et Buzz l'éclair. Mais tout de suite, on parle de votre argent, conseil de famille. Aux équipes des Vraies Voix. Allez, salut, à demain.